Bonjour à tous. Merci à la Fédération des ORS. Mon nom est André Lotte. Je suis à l'adresse, à la direction de la recherche des études d'évaluation des statistiques du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Et je remplace un peu au pied levé, puisque Franck Lennep, donc le directeur de l'adresse, avait bien prévu d'être avec vous ce matin, et que c'est donc uniquement dans les derniers jours qu'il m'a demandé de le remplacer, compte tenu de ses autres obligations. Alors j'avais préparé 2-3 transparents que je vais essayer de retrouver sur le bureau. Christian Babuzio a dit tout à l'heure qu'il y avait une base de données très ancienne, le PMSI, et une base de données plus jeune, le SNIRAM. Je crains d'avoir un peu trempé dans les deux avant d'être à l'adresse et d'être donc l'une des personnes qui ont coupable d'avoir commis le PMSI lorsque, donc en 1990-91, dans les débuts des années 90, on a commencé à le généraliser. Alors moi, j'avais quand même tendance à penser que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et puis d'avoir également contribué à porter sur les fonds baptismaux le système national d'information interrégime de l'assurance maladie en lançant le projet Sésame Vital et le codage des médicaments, de l'ensemble des prestations qui aujourd'hui se retrouvent dans cette effectivement très grande base qui a démarré très petitement. Donc le PMSI a été, comme le SNIRAM, sont des très grands projets. Ce sont des très grands projets qui généralement mettent assez longtemps à se mettre en route, à sortir des premiers tunnels dans lesquels ils passent à leur début. Je crois me souvenir qu'au début, ça ne suscitait pas tant d'intérêt que ça, et beaucoup moins de passion qu'aujourd'hui. Je me souviens de discussions avec de brillants épidémiologistes qui m'expliquaient que les données du PMSI étaient des données de très mauvaise qualité, qui étaient corrompues par l'usage économique qu'on en faisait, et que le SNIRAM lui-même, donc recueillant finalement très peu d'informations, certes les médicaments, mais pas les résultats des examens. Et au fond, tout ceci ne valait pas une bonne enquête et avec une validation de la qualité des données. Je pense que les esprits ont changé parce que les bases se sont mises en place, que effectivement les données n'ont pas toujours la qualité de celles qui sont recueillies dans le cadre d'enquêtes ad hoc, mais elles sont là, elles sont très nombreuses. On trouve dans les données du PMSI des données de diagnostic sur les raisons pour lesquelles on a mobilisé des ressources dans un hôpital lors d'une hospitalisation. On trouve les médicaments qui, dans les données du SNIRAM, qui disent beaucoup de choses sur les maladies que l'on soigne, même si parfois l'usage des médicaments ne respecte pas les indications de l'autorisation de mise sur le marché, comme on sait. Et donc, il y a là une source d'information tout à fait considérable. Donc, Christian Babuzio disait que c'était probablement la principale au monde. Je ne sais pas, on va sans doute ouvrir un concours des plus grosses bases de données mondiales. Alors, en ce qui concerne la population concernée, certainement, donc la France a pour le coup l'avantage d'être un État centralisé et donc de recueillir l'ensemble des informations sur les remboursements, y compris des médicaments. Donc là, effectivement, je pense que ça ne se trouve dans aucune base du monde. Cela étant, donc on a une population très nombreuse dans cette base, on n'a pas toutes les données qui peuvent être recueillies dans d'autres systèmes de recueil ou de collecte d'informations.
Certains disent d'ailleurs tant mieux. Il s'agit, rappelons-le, de bases qui sont des sous-produits au départ de l'activité administrative. C'est-à-dire que le PMSI a été conçu pour allouer les ressources aux hôpitaux, quoi qu'on en ait dit parfois à l'époque. Et donc, les données qui sont remontées sont des données qui, par construction, se voulaient strictement limitées à ce qui était strictement nécessaire pour mesurer, identifier l'activité des hôpitaux. On n'a pas, par exemple, les examens biologiques ou les examens radiographiques qui remontent dans les données du PMSI parce qu'ils ne servent à rien du point de vue de la tarification de l'hôpital. Dans les données qui remontent, qu'on retrouve dans le SNIRAM ou dans les feuilles de soins, on n'a pas les diagnostics ou les motifs de consultation, parce qu'aujourd'hui, dans le système que nous connaissons, cela ne sert pas à déterminer la somme qui va être remboursée aux assurés, ou le tarif qui va être appliqué par le professionnel. Donc, ces données sont volontairement limitées dans une certaine mesure et elles ont vocation à se compléter entre elles et à être complétées éventuellement par des enquêtes. Donc, les bases de données administratives ne vont pas remplacer les enquêtes épidémiologiques. Tout ceci se complète. Alors, le PMSI et le SNIRAM se complètent particulièrement parce que... on le verra notamment à propos de l'usage des médicaments et des effets indésirables de certains d'entre eux. Mais avant cela, donc, sur les limites donc, des informations que l'on trouve dans ces bases, donc il n'y a pas les résultats d'examen, il n'y a pas l'ANAPAT, il y a des diagnostics, mais qui, donc, pour certains d'entre eux, demandent à être validés. En revanche, il y a quand même effectivement beaucoup d'informations. Alors, il y a beaucoup d'informations dans le domaine de la santé. Il y en a beaucoup moins dans d'autres domaines. On a peu d'informations sur la qualité des soins. On n'a pas non plus, et là c'est un des graves problèmes des systèmes d'information en santé en France, on a très peu de choses sur le domaine médico-social. Et donc là, je sais que les ORS travaillent sur l'ensemble du champ, et donc on constate que dans le domaine médico-social, on a des données d'enquête, auxquelles l'adresse contribue, je crois, mais on a finalement très peu de ces grands systèmes d'information administratifs dont on pourrait retirer ensuite des données utiles pour le pilotage. Alors il y a un petit peu des choses en ce qui concerne les personnes handicapées et pour ce qui concerne les établissements médico-sociaux, les personnes âgées, on a des données d'enquête, mais on n'a pas de cadre commun qui permettrait de produire une information du même type que celle qui a été produite dans le cadre du PMSI et du SNIRAM. Donc, des débuts laborieux, des débuts sans grande passion. Je suis, à vrai dire, assez heureux de voir qu'on se bat aujourd'hui pour accéder aux données du PMSI et du SNIRAM, puisque, donc, encore une fois, ça n'était pas une ruée qu'on observait au départ, sans doute parce que les données ont été longues à monter en charge. Une montée en charge très inégale en ce qui concerne les usages de ces données. Alors l'adresse est un utilisateur des données, donc nous sommes, le ministère est un utilisateur de données, les chercheurs sont des utilisateurs de données, les industriels voudraient être utilisateurs de données, l'assurance maladie complémentaire souhaiterait avoir plus de données, mais pour l'instant il faut bien dire que ce que j'ai résumé ici par une formule CNAM épidémiologiste 1 reste du monde 0, décrit assez bien ce qui se passe. C'est-à-dire que l'adresse elle-même utilise assez bien le PMSI. C'est relativement nouveau, mais c'est vrai. L'adresse utilise très peu le SNIRAM. Les personnes formées, il y en a très peu, il ne reste pas. Et le ministère, de manière générale, la direction de la sécurité sociale utilise le SNIRAM un peu comme une calculette pour préparer la loi de financement de la sécurité sociale. Je caricature un tout petit peu, mais ça n'est pas complètement faux. Et donc, on a aujourd'hui un usage donc de données très agrégées dont on souhaite disposer tout de suite, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce que l'on pourrait faire avec la richesse de ces bases de données. Donc, on a vu
avec la pétition, les tribunes des uns et des autres, on a entendu dire ce que Christian Babuzio a dit là, c'est-à-dire qu'on pourrait espérer que de la richesse de cette base, davantage d'usage, davantage d'ouverture. On peut regretter que l'on paye des informations à des sociétés alors que l'on disposerait théoriquement de ces informations en interne, même si ce ne sont pas toujours exactement les mêmes. Donc, et le gouvernement a annoncé qu'il y aurait sur le sujet des états généraux à l'été et qui donc permettront que l'État se prononce, soit peut-être un peu plus actif et qu'il ne l'a été sur ce sujet. Il n'y a pas eu non plus de la part du gouvernement de passion pour l'utilisation de ces données jusqu'à présent. Ces pétitions, ces débats auront certainement eu ce mérite que l'État s'engage beaucoup plus nettement qu'il ne l'avait fait jusqu'à présent à arbitrer et à jouer son rôle dans le pilotage du système. Sans doute un des éléments qui a provoqué la bascule, c'est l'affaire du Mediator et la découverte qui a été faite par beaucoup à l'époque que l'on pouvait, sur ces immenses bases de données, où l'on retrouvait à la fois donc, la consommation de ces médicaments. Il ne suffit pas de voir que les médicaments sont très consommés pour qu'on puisse en déduire qu'ils sont mal consommés. Ce qu'on a pu voir, c'était à la fois qu'il y avait beaucoup de consommation du médicament en question et que les mêmes personnes allaient se retrouver ensuite dans les hôpitaux, parce qu'on le savait grâce au PMSI, et cela depuis peu de temps, soignés pour telle ou telle pathologie, notamment des valvulopathies. Et que les données très nombreuses dont on disposait permettaient de faire de dire de manière significative qu'il y avait un lien entre ces deux réalités. Donc, ceci est très nouveau. Le lien entre le PMSI et le SNIRAM, sans lequel on ne pouvait pas faire ce genre d'études, est véritablement opérationnel depuis 2009. Alors, les données du PMSI sont certes plus anciennes, il y a plus longtemps qu'elles sont dans le SNIRAM, mais le bouclage entre les deux, la possibilité de suivre, de rattacher les mêmes données du PMSI aux mêmes malades que que les données du SNIRAM, c'est une possibilité qui n'a été conquise, qu'on n'a réussi à faire qu'assez tardivement. Donc, depuis 2009, on est capable de voir que des personnes qui consomment tel médicament de manière régulière vont se retrouver éventuellement atteintes d'une infection qu'on ne retrouve pas dans la population générale qui ne consomme pas ces médicaments, et ceci de manière très significative. Je caricature sans doute un petit peu, mais ceci a probablement créé un choc. C'est un choc tout récent. Encore une fois, on est en 2009. Ceci a certainement inciter les pouvoirs publics de manière générale à en tirer la conclusion qu'on aurait besoin de manière permanente d'une capacité d'analyse, d'expertise et de réaction rapide pour faire face à ce type, non seulement faire face après coup à ce type de problèmes sanitaires graves, mais de préférence l'anticiper et le prévenir. Donc la richesse de des bases de données du type SNIRAM, qui aujourd'hui inclut le PMSI, a été testée à cette occasion, et il y a certainement un avant et un après Mediator de ce point de vue pour ce qui concerne l'utilisation des données publiques. Alors il n'y a pas que la pharmacoépidémiologie, la vigilance sanitaire qui sont amenés à bénéficier de ces données, le pilotage du système de santé, l'élaboration des politiques publiques, l'évaluation des politiques publiques ont vocation à s'appuyer sur ces données, d'autant plus que ces données sont précises et qu'on peut y suivre ce qui est aujourd'hui le thème commun, donc beaucoup de réflexions sur la politique en matière de santé, à savoir les parcours de soins, l'organisation des parcours de soins, la rémunération des professionnels concernés par la coordination de ces parcours au bénéfice de tel ou tel malade, notamment pour ce qui concerne les pathologies chroniques. Donc, les données, donc l'utilité s'est révélée pour, dans le cas du suivi des effets indésirables graves de tel ou tel médicament, de telle ou telle catégorie de traitement, sont également sollicités pour
le pilotage et les politiques publiques. Cela étant, la difficulté pour réaliser ce type d'études ne tient pas seulement au droit d'accès, dont on va parler, puisque ça a été le sujet qui a été celui des polémiques, mais qui a donné lieu à beaucoup de polémiques, mais il tient aussi beaucoup à la véritable complexité des données et au caractère inachevé, inabouti des outils qui sont mis à disposition pour ce faire. Aujourd'hui, on a l'échantillon généraliste des bénéficiaires, les datamart X, Y, Z et les DCIR. Fort heureusement, ça ne va pas rester comme ça éternellement. Les outils dont on dispose aujourd'hui sont des outils qui ont été conçus en anticipant de ce que certains pensaient être les besoins futurs des utilisateurs. Généralement, quand on fait ça, on se plante. Alors, je ne sais pas ce que Christian Babuzio peut dire de l'expérience des tableaux de bord de l'IDS, qui ont été faits un peu dans cet esprit également. Je ne suis pas sûr, ils sont très bien, ces tableaux de bord, mais je suis persuadé que, comme beaucoup des datamart de la CNAM, ils sont en réalité assez peu utilisés, assez peu consultés, vous nous direz, mais on s'est aperçu qu'au fond, les gens qui ont le plus utilisé ces données récemment, ce sont des chercheurs qui ont travaillé notamment en pharmacoépidémiologie, en épidémiologie de manière générale, et qui se sont heurtés, effectivement, on va le voir, de grandes difficultés pour accéder à ces données, mais qui ont appris et se sont donné les moyens de les analyser, de les comprendre, ce qui n'était pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un paradoxe, c'est que nous avons des gens qui ont tout à fait le droit d'accéder aux données et qui n'en font rien. Qui n'en font rien parce que c'est quand même assez compliqué, c'est un tout petit peu abscon et indigeste, et que peut-être il faudrait s'organiser et prendre les mesures qui conviennent pour que tout ceci soit mis à disposition de manière plus ergonomique, plus sympathique, avec des meilleurs outils, dans des bonnes conditions de sécurité, et que peut-être dans ce cas, on s'interrogerait moins sur les DCIR, le datamart machin, le datamart truc, mais sur la qualité des outils qu'il faut qu'on puisse mettre à disposition très vite, et dans des bonnes conditions pour des utilisateurs experts et formés à cela, qui sont malheureusement encore très peu nombreux. Alors, disons quelques mots maintenant du sujet de droit d'accès, puis préparer l'intervention de Sophie Vuillet-Tavernier, qui est la spécialiste intergalactique de la question. Donc, le sujet des droits d'accès, nous l'avons... Nous avons été mobilisés sur ce sujet au ministère, disons-le, d'abord par les chercheurs, les deux rapports successifs du Haut Conseil de la Santé publique. Je salue aussi le président Salamon. Je crois que Marcel Goldberg était présent, mais je ne l'ai pas vu aujourd'hui, donc qui a joué un rôle important dans cette réflexion, et donc qui nous ont saisis, et qui ont saisi la CNIL, qui ont saisi toutes les autorités, du fait que nous avions une vraie difficulté aujourd'hui pour apparier les données d'enquête et des données des bases de données administratives qui sont moins anonymes, malheureusement peut-être, ou heureusement, je ne sais pas, qu'elles n'en ont l'air parfois, et que donc il faut obtenir de la CNIL, éventuellement d'un décret en Conseil d'État, la possibilité de faire le long chemin qui permet d'apparier des données d'enquête avec des données administratives, alors même que les personnes concernées sont parfaitement d'accord pour qu'on aille chercher des données qui les concernent, elles, dans des bases administratives qui ont été rendues anonymes par un chiffrement du NIR, et qui donc se trouvent aujourd'hui dans une situation où en réalité elles sont devenues hors d'atteinte. Alors, un mot sur cette question des bases de données anonymes qui ne le sont pas. Il y a là je crois qu'il y a un problème qui est lié maintenant à la façon dont sont rédigés les textes, et je voudrais dire que nous sommes ici peut-être deux anciens combattants de la période du PMSI avec Sophie Vuillet-Tavernier, qui était à l'époque responsable des questions de santé à la CNIL, et lorsque nous avons défini ce qu'était un résumé de sortie anonyme pour le PMSI, nous avons décidé qu'il fallait flouter certaines données, parler de l'âge, non pas citer la date de naissance, mais donner le mois. On a fait toute une série de réformes, de modifications dans ce qui était à l'époque le format du résumé de sortie standardisé, pour permettre que ces données soient anonymisées. Et je pense que nous avons parfaitement réussi à rendre anonyme un résumé de sortie standardisé. En revanche,
nous n'avions pas, je crois que nous avions à l'époque méconnu le fait que ces systèmes allaient un jour fonctionner, devenir exhaustifs, et que si chacun de ces enregistrements pris individuellement est effectivement anonyme, ça n'est pas le cas de l'ensemble de la base. Parce qu'on y reconnaît assez facilement, si on dispose de toutes des précisions qui sont dans ces bases, et après tout ces bases sont faites pour être précises, eh bien on reconnaît assez facilement, non pas telles personnes qu'on ne connaît pas, mais on reconnaît des personnes que l'on connaît. Si on sait que telle personne est décédée à l'hôpital, oui, je m'arrêtais là peut-être, si ces données sont anonymes individuellement, elles ne le sont pas collectivement, et il est possible, lorsqu'on y accède, d'y reconnaître des personnes que l'on connaît ou des célébrités, des responsables politiques, des vedettes de la scène, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne saurait être question que ces données soient en accès libre, que les données précises soient en accès libre. Alors, des données qui sont appauvries, agrégées, échantillonnées, oui, dans des conditions dont il faut convenir, et il faut donc, quelque part, que l'on mette la barre, qu'on décide où on met la barre entre les données qui sont effectivement anonymes et celles qui sont en réalité indirectement nominatives parce qu'elles permettent de reconnaître des personnes. Il faut permettre que lorsque ces données peuvent servir à une étude d'un intérêt collectif évident ou d'un intérêt collectif apprécié par des experts, et bien que ces données puissent être mobilisées par des avec puissent être mobilisées par des équipes d'études statistiques et qu'elles puissent servir avec l'accord de la CNIL dans des conditions où elles seront protégées, mais ceci sans qu'on ait besoin de faire à chaque fois un décret en Conseil d'État. Alors, il se trouve, et je termine là-dessus, que l'adresse a participé à des travaux sur la stratégie de la e-santé, comme on dit au ministère, que l'adresse a dit, oui, il y a des données pour soigner les malades, des données pour l'information du public, mais il y a aussi, pardonnez-nous, des données pour le pilotage et pour la recherche, et il faudrait qu'on se mobilise pour déterminer comment on peut mieux les utiliser, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à les utiliser, pour des raisons juridiques, mais aussi pour des raisons intellectuelles et techniques qu'on a citées, et aussi pour des raisons institutionnelles. C'est un petit peu... le paysage est un petit peu éclaté. Et donc, voilà, nous avons produit sur ce sujet un rapport. Je suis un peu tenu au devoir de réserve sur ce rapport, donc je n'en dirai pas toutes les conclusions. Il vient seulement être remis, mais nous avons essayé, donc, dans l'esprit de ce que je viens de dire, de lister les obstacles et de voir comment on pouvait les surmonter. Voilà, je vous remercie.